À 0,7 art 46, deux chiffres impossibles d'en fracturer le silence minéral. En moins de 4 heures, une prospection banale s'est muée en signal planétaire, révélant une anomalie dont l'ampleur contredisait toutes les courbes admises et imposait un changement d'échelle immédiat. Que signifie réellement ce basculement pour le pays, pour sa souveraineté et pour Ibrahim Traoré face à une ressource capable d'accélérer autant que de déstabiliser les décisions publiques? Et pourtant, l'avenir est déjà sous tension. Cette séquence propose une lecture rigoureuse de ce qui se joue réellement après la secousse initiale, au-delà de l'effet d'annonce et des projections immédiates. L'enjeu est clair: comprendre comment une découverte exceptionnelle peut devenir un levier collectif plutôt qu'un facteur de fragilisation institutionnelle durable. L'intérêt pour le lecteur tient en une promesse simple: distinguer les signaux structurants du bruit conjoncturel. Somme Gandé n'est pas seulement une question de volume ou de valeur potentielle. C'est un test de synchronisation entre savoir scientifique, capacité administrative et tempo politique. Chaque décision prise trop vite crée un risque d'emballement. Chaque hésitation prolongée ouvre une fenêtre d'ingérence. Entre ces deux pôles, l'État doit apprendre à gouverner l'incertitude elle-même. Ce moment révèle aussi une tension plus large: la difficulté pour des institutions déjà sollicitées de résister à une abondance soudaine sans perdre leur cohérence interne. La ressource attire, mais elle observe aussi. Elle met à l'épreuve la discipline, la transparence et la hiérarchisation des priorités nationales. La question n'est donc pas ce que Somme Gandé promet, mais ce qu'il exige pour ne pas imposer son propre rythme au pays. La donnée qui a tout changé tient en un écart brutal. La densité mesurée à 0,7 art 46 dépassait de près de 20 fois les seuils jugés plausibles. Quelques heures plus tard, une modélisation tridimensionnelle indiquait une continuité minérale s'étendant sur plusieurs kilomètres, transformant un relevé isolé en pivot continental. Cette mini-révélation n'a pas seulement surpris par son ampleur, elle a déplacé le cadre d'analyse. Les capteurs souterrains validaient la stabilité du signal. Les drones densifiaient la cartographie et les satellites confirmaient des signatures concordantes. La convergence de sources indépendantes, rare dans un domaine dominé par l'incertitude, a réduit l'espace du doute tout en élargissant celui des conséquences. À Ouagadougou, l'alerte a été immédiate. Informé avant midi, Ibrahim Traoré a privilégié une lecture séquentielle: comprendre la structure avant d'en extraire une valeur politique ou économique. Ce choix, discret en apparence, a infléchi la trajectoire de l'événement. La découverte cessait d'être une promesse à annoncer. Elle devenait une équation à résoudre avec des inconnus techniques, institutionnels et diplomatiques. Le contexte régional a amplifié l'effet. Dans un Sahel marqué par des équilibres fragiles, toute anomalie majeure agit comme un accélérateur. Les marchés ont oscillé, les chancelleries ont observé, et les communautés locales ont interrogé les effets concrets d'une abondance soudaine. La ressource, en révélant sa cohérence interne, a aussi révélé la vulnérabilité des cadres censés l'encadrer. Deux lectures ont alors émergé. La première, technicienne, insistait sur la stabilité géologique et la profondeur du système cristallin. La seconde, politique, mesurait le risque d'un décalage entre la vitesse des données et la capacité des institutions à les absorber. Entre les deux, une certitude s'imposait: plus l'information s'affinait, plus le tempo s'accélérait. C'est dans cet intervalle que se joue l'essentiel. La découverte n'impose pas une direction, elle impose un rythme. Et la question centrale devient la suivante: qui, de la ressource ou de l'État, fixera la cadence? Trois figures ont rapidement structuré la lecture de Somme Gandé, chacune révélant une facette différente de l'événement.
Les géologues, d'abord, confrontés à des relevés incohérents lors d'une mission de routine. Leurs premières hypothèses évoquaient une interférence instrumentale, puis un artefact de terrain. Lorsque les signaux se sont répétés, s'épaississant à chaque passage, la perplexité a cédé la place à une certitude prudente. L'échelle venait de changer. Leur rôle s'est déplacé de la vérification d'un incident à la documentation d'une rupture géologique. Sur le site, les unités chargées de la sécurité ont vécu un basculement parallèle. En quelques heures, une zone technique est devenue un périmètre stratégique. Les routines ont été suspendues, les accès redessinés, les procédures renforcées. Cette sécurisation précoce n'a pas seulement protégé les données, elle a signalé que l'événement dépassait le cadre scientifique pour entrer dans celui de la souveraineté opérationnelle. À Ouagadougou, un troisième regard s'est imposé, plus discret. Dans une salle fermée, un modèle tridimensionnel projeté à grande échelle a révélé une régularité inattendue des veines cristallines. Les analystes institutionnels se sont arrêtés sur un détail précis. La cohérence interne suggérait une formation lente et stable, incompatible avec une exploitation improvisée. La question n'était plus combien, mais comment et à quel rythme. Ces impacts précoces ont produit un effet cumulatif. Chaque acteur observait la même réalité, mais selon un prisme différent, créant une mosaïque d'interprétations que l'État devait apprendre à synchroniser. La découverte agissait déjà comme un révélateur de coordination. En clair, une découverte impose d'abord une discipline collective. Tout commence par un signal qui refuse de se taire. Les capteurs vibrent, se stabilisent, puis répètent une signature trop nette pour être accidentelle. En quelques minutes, les équipes interrompent leur routine. Les écrans affichent des courbes irrégulières mais persistantes. Le déclenchement est là, une anomalie qui franchit la frontière entre bruit et découverte, imposant un premier changement d'échelle sans laisser le temps au doute confortable. La séquence s'accélère aussitôt. Les relevés se densifient. Les valeurs se confirment à un niveau improbable. Les techniciens appellent la capitale. L'urgence s'installe avant même d'être nommée. À ce stade, le pays ne comprend pas encore l'ampleur de ce qui émerge, mais il perçoit déjà que l'événement avance plus vite que les procédures. Les premières notes circulent. La sécurisation anticipée est envisagée. L'information précède les conclusions scientifiques, puis viennent les drones. Leur balayage croise les données souterraines, multiplie les angles, réduisent l'espace de l'hypothèse alternative. Chaque passage renforce la même lecture. La densité est trop stable, trop profonde, trop cohérente pour relever du hasard. En moins d'une matinée, le site change de statut. Il n'est plus un terrain d'étude, il devient un point stratégique. Les équipes comprennent qu'elles n'observent plus un phénomène, elles entrent dans une séquence décisionnelle où chaque signal appelle une réponse. Le climax se joue à Ouagadougou. Le Conseil de sécurité s'est réuni dans l'urgence. Les échanges sont courts, fragmentés, rythmés par l'arrivée de nouvelles données. Les premières images tridimensionnelles, projetées en continu, révèlent une structure qui s'étire au-delà des zones cartographiées. Un réseau de veines cristallines apparaît, doté d'une cohérence interne presque géométrique. La lecture bascule immédiatement. Il n'est plus question d'un filon, mais d'un système dont la profondeur excède les standards connus. Au cœur de cette effervescence, Ibrahim Traoré intervient. L'instruction est concise: sécuriser, isoler, suspendre toute communication externe non prioritaire. Ce choix ferme une porte mais en ouvre une autre. En verrouillant le périmètre, il transforme une découverte scientifique en enjeu souverain. L'événement cesse d'être une curiosité technique. Il devient un pivot national, engageant l'État dans son ensemble. Les répliques se déploient alors en cascade. Sur le terrain, les unités arrivent avant que les analyses préliminaires ne soient finalisées.
Les scanners approfondissent les relevés, les drones étendent leur rayon d'action, les données convergent vers une évidence. La continuité minérale se prolonge sur plusieurs kilomètres. Cette seule information suffit à reconfigurer les priorités immédiates, politiques comme économiques. Dans la capitale, la nouvelle déborde rapidement les cercles institutionnels. Les radios relaient des rumeurs. Les marchés réagissent. À l'étranger, les chancelleries activent leurs cellules d'observation. En quelques heures, ce Somgandé cesse d'être un événement local. Il devient un signal global dont chaque heure réécrit la précédente et prépare la suivante. Pendant des décennies, les références mondiales de densité diamantifère sont restées relativement stables, formant une baseline acceptée par l'ensemble du secteur. Somgandé a produit un delta soudain qui a déplacé ses repères en quelques heures seulement. Ce basculement chiffré constitue le socle factuel de toute analyse ultérieure. La première mesure consolidée indique une densité moyenne de 18,6 grammes par mètre cube, soit plus de 10 fois la moyenne internationale observée sur des structures comparables. Cette valeur, confirmée par plusieurs séries indépendantes, suggère une stabilité géologique exceptionnelle sur des périodes très longues. Autrement dit, la concentration n'est ni accidentelle ni localisée. Elle reflète une formation cohérente façonnée par des pressions anciennes et constantes. La répétition des relevés a joué un rôle décisif. Trois campagnes distinctes, incluant un audit externe, ont abouti au même résultat. Dans un contexte volcanique fossile, une telle précision est rare. Elle réduit l'incertitude instrumentale et renforce l'hypothèse d'un système cristallin homogène. Cette constance transforme la donnée brute en signal structurel. Somgandé ne fluctue pas, il persiste. La deuxième mesure concerne l'étendue spatiale. 2,3 km² ont déjà été cartographiés avec un haut niveau de résolution et les projections tridimensionnelles indiquent une continuité potentielle pouvant atteindre 15 km. Ce delta spatial modifie radicalement la logique opérationnelle. Une exploitation limitée au périmètre initial manquerait l'essentiel de la structure souterraine, créant un décalage entre l'effort engagé et la réalité du gisement. Les modèles 3D, alimentés en continu par les scanners et les images satellites, convergent vers une architecture interne d'une régularité inhabituelle. Les veines cristallines semblent suivre une organisation presque mathématique, contrastant avec le caractère souvent chaotique des formations similaires. Cette cohérence réduit le risque géologique tout en augmentant l'exigence de planification. Plus la structure est stable, plus ses effets à long terme sont déterminants. La troisième mesure introduit une projection économique. Les estimations évoquent un potentiel pouvant dépasser 1 200 milliards de dollars sur 20 ans, à condition d'un contrôle national strict et d'une extraction progressive. Ce chiffre ne décrit pas une certitude, mais un horizon conditionnel. Il signifie qu'une gestion disciplinée pourrait transformer durablement la capacité institutionnelle du pays, tandis qu'une accélération mal maîtrisée amplifierait les vulnérabilités existantes. C'est à ce stade que la lecture politique rejoint la lecture quantitative. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré insiste sur un principe simple: maîtriser le savoir avant de maîtriser la ressource. Cette position s'aligne avec la logique des chiffres. L'écart entre l'ampleur géologique révélée par les données et les infrastructures disponibles devient visible, mesurable et donc gouvernable. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une conclusion claire. Somgandé n'est pas un gisement ponctuel, mais un système profond, stable et étendu. Les chiffres ne promettent pas un avenir, ils imposent une responsabilité. Plus le delta est élevé, plus la nécessité de synchroniser science, institutions et tempo politique devient impérative. La première thèse optimiste et structurée soutient que Somgandé offre au pays une occasion historique de consolider sa souveraineté minérale. Ses défenseurs s'appuient sur des précédents jugés probants
ou une rente correctement encadrée à renforcer l'État plutôt que de l'affaiblir. Selon cette lecture, la cohérence géologique et l'ampleur mesurée du système permettraient une planification à long terme fondée sur la montée en compétences nationales et la captation progressive de la valeur. La discipline affichée dans les premières heures, notamment la priorité donnée à la compréhension scientifique, est interprétée comme un signal de maturité institutionnelle. La seconde thèse adopte une posture plus prudente, parfois qualifiée de réaliste. Elle rappelle que l'abondance minérale a souvent produit l'effet inverse de celui escompté. Les exemples abondent où une richesse soudaine a attiré rivalité, ingérence et dépendance externe, fragilisant des institutions déjà sous tension. Dans cette perspective, Somgandé représenterait moins une promesse qu'un point de vulnérabilité accrue, surtout dans un environnement régional instable et fortement observé. La vitesse de circulation des données et l'intérêt international seraient autant de facteurs de pression difficiles à contenir durablement. La réponse la plus cohérente émerge du croisement de ces deux positions. Les données confirmées attestent d'un potentiel exceptionnel, mais elles révèlent aussi un écart structurel entre l'ampleur de la ressource et les capacités nationales existantes. Ignorer l'une ou l'autre de ces dimensions conduirait à une lecture incomplète. La question centrale n'est donc ni l'enthousiasme ni la méfiance, mais la séquence. C'est ici que la posture adoptée par Ibrahim Traoré prend sens. En refusant toute accélération prématurée, il inscrit la gestion de Somgandé dans une logique progressive où chaque étape doit réduire l'écart entre savoir, capacité et décision. Cette approche ne neutralise pas le risque, mais elle le rend mesurable. Elle transforme une opposition binaire en trajectoire conditionnelle, fondée sur des preuves plutôt que sur des projections. La solidité de cette réponse tient précisément à ce qu'elle n'ignore aucune des deux thèses, mais les subordonne toutes deux aux données vérifiées et au rythme institutionnel. Jusqu'à ce point, la découverte pouvait encore être lue comme un enjeu interne mêlant science, sécurité et gouvernance. Le basculement intervient lorsque les réactions extérieures s'alignent presque simultanément. Les grandes capitales ajustent leurs évaluations, révisent leurs priorités et redéploient des équipes spécialisées, ATCIs. Ce mouvement coordonné, discret mais rapide, signale que Somgandé est désormais perçu comme un levier géopolitique plutôt que comme un simple gisement. Les chancelleries ne parlent plus de potentiel, mais de positionnement. Washington avance des cadres de transparence renforcés. Pékin évoque la création d'un institut minier régional. Bruxelles insiste sur des garanties environnementales strictes. Chaque proposition se présente comme coopérative, mais toutes traduisent une même réalité. Le Burkina Faso est devenu un point de passage obligé dans les équilibres minéraux du Sahel. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré intrigue et ralentit l'emballement. Son discours demeure sobre, presque minimaliste, centré sur la notion de contrat et de séquence plutôt que sur celle de fortune. Cette retenue agit comme un contrepoids stratégique. Elle empêche la découverte de se transformer immédiatement en objet de rivalité ouverte, tout en maintenant une marge de négociation. Le midpoint révèle alors sa portée réelle. Somgandé ne redessine pas seulement la géologie du pays, il redéfinit sa place dans l'ordre régional et mondial en imposant une question nouvelle. Comment exister au centre d'un intérêt global sans perdre la maîtrise du tempo national? Les effets de Somgandé ne se diffusent pas de manière uniforme. Ils se propagent par cercles successifs, révélant des transformations distinctes selon les acteurs concernés. Quatre groupes en particulier permettent de mesurer l'onde de choc réelle de la découverte, au-delà des annonces et des projections. Pour les institutions nationales, la conséquence immédiate est un déplacement des priorités. Les agendas administratifs se resserrent autour d'un même impératif,
absorber une information qui progresse plus vite que les procédures habituelles. La coordination entre ministères, forces de sécurité et instances scientifiques devient un enjeu quotidien. Dans ce contexte, la ligne défendue par Ibrahim Traoré, séquencer avant d'accélérer, sert de point d'ancrage. Elle limite les décisions irréversibles et impose une discipline interinstitutionnelle rarement observée à cette vitesse. Du côté des acteurs économiques, l'impact est double. À l'intérieur du pays, l'anticipation domine. Les entreprises locales réévaluent leur chaîne d'approvisionnement, misant sur des infrastructures futures sans disposer encore de calendrier précis. À l'extérieur, les marchés réagissent plus brutalement. Les annonces liées à Somgandé ont provoqué des fluctuations rapides sur les indices du diamant, avec des hausses à deux chiffres suivies de phases de stabilisation. Cette volatilité traduit moins une certitude qu'une attente, celle de confirmation supplémentaire capable de transformer un signal en tendance durable. Pour les populations locales, notamment autour du site, les effets sont plus tangibles et immédiats. Les routes sont surveillées, les accès contrôlés, et des comités communautaires émergent pour prévenir les dérives spéculatives. La ressource n'est pas perçue comme une richesse abstraite, mais comme un facteur de perturbation potentielle du quotidien. Cette vigilance collective témoigne d'une appropriation précoce de l'enjeu, où la protection du territoire prime sur la promesse de gains rapides. Enfin, au niveau des équilibres régionaux, Somgandé agit comme un révélateur. Les pays voisins ajustent leurs discours et multiplient les consultations, cherchant à éviter qu'un nouveau centre de gravité ne se forme sans mécanisme de coopération. Les grandes puissances, quant à elles, avancent des offres encadrées par un langage diplomatique mesuré, mais porteur d'intentions stratégiques claires. Le Burkina Faso n'est plus observé à la périphérie. Il est désormais intégré au calcul de stabilité du Sahel. Pris ensemble, ces effets dessinent une conclusion nette. La découverte ne crée pas seulement de nouvelles opportunités, elle redistribue les responsabilités. Chaque groupe est contraint de réviser ses repères, à un rythme imposé par la convergence des données et des attentes. L'enjeu n'est plus d'annoncer, mais de tenir dans la durée. À partir des données désormais stabilisées, trois trajectoires cohérentes se dessinent pour les mois à venir. Aucune n'est certaine. Chacune dépend de la capacité à synchroniser compétences nationales, pressions extérieures et maturité institutionnelle. Les scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils balisent les risques. Dans un scénario de référence, le contrôle progressif. Dans cette hypothèse, l'État maintient une approche méthodique. Les capacités d'analyse se renforcent par étapes, les partenariats extérieurs restent sélectifs, et chaque avancée technique fait l'objet d'une vérification indépendante. La croissance est modérée mais stable. Ce scénario réduit la volatilité politique et limite l'exposition aux chocs externes, au prix d'une visibilité internationale moins spectaculaire. Il suppose une continuité dans la discipline décisionnelle déjà affichée. Dans un scénario optimiste, l'accélération coopérative. Ici, le pays accepte un appui international plus large pour gagner du temps. Les technologies avancées sont déployées rapidement sous supervision nationale et les recettes augmentent en peu de mois. La visibilité du projet s'accroît, tout comme l'attractivité économique. Le risque réside dans la dépendance implicite. Plus l'accélération est forte, plus la capacité à imposer ses priorités doit être solide pour éviter une capture progressive des décisions stratégiques. Dans un scénario défavorable, la contraction défensive. Dans ce cas, les pressions dépassent la capacité d'absorption institutionnelle. Les tensions régionales ou diplomatiques se multiplient, poussant l'État vers une fermeture stratégique. La ressource est protégée, mais au prix d'un isolement accru et d'une marge de négociation réduite. Cette trajectoire renforce l'unité interne tout en exposant le pays à des frictions prolongées.
La clé des 12 prochains mois tient dans une condition simple. Si les compétences progressent au même rythme que les données s'affinent, l'espace de choix restera ouvert. Si l'écart se creuse, chaque scénario glissera vers sa version la plus instable. Le futur dépendra moins des pierres que de la cadence imposée aux décisions collectives. Pour saisir la portée réelle de Somme Gandé, il faut observer celles et ceux qui en ressentent déjà les premiers effets, parfois sans disposer encore des cadres pour les nommer. Trois cercles sociaux distincts révèlent comment la découverte transforme les attentes, les trajectoires et les imaginaires collectifs. Chez la jeunesse urbaine, notamment dans les universités, l'annonce a déclenché une dynamique nouvelle. Les étudiants se saisissent des données disponibles, partagent des modèles tridimensionnels et organisent des ateliers informels pour comprendre les mécanismes géologiques. L'idée de contribuer à un projet national tangible remplace, pour certains, la tentation du départ. Somgand devient un horizon professionnel crédible où le savoir scientifique semble enfin pouvoir produire un impact direct. Dans les zones rurales proches du site, l'effet est plus concret et plus prudent. Les communautés réorganisent leurs activités, anticipant l'arrivée d'infrastructures sans en connaître encore le calendrier. Des comités de vigilance émergent pour surveiller les accès et prévenir les spéculations rapides. La ressource est perçue comme un bien collectif à protéger plutôt que comme une promesse individuelle. Cette posture révèle une forme de souveraineté locale fondée sur l'anticipation et la retenue. Au sein de la diaspora, le débat s'intensifie. À Paris, Montréal ou Abidjan, les associations multiplient les échanges et les conférences. Le désir de contribuer est réel, mais il s'accompagne de questions récurrentes. Comment soutenir sans imposer? Comment investir sans déséquilibrer? Comment participer sans reproduire des schémas anciens? Ces interrogations redessinent le lien entre le pays et ceux qui l'ont quitté. À travers ces cercles, une même attente s'exprime, que la découverte se traduise en trajectoire collective lisible, capable de relier l'espoir individuel à une responsabilité partagée. La transition entre la découverte et une maîtrise durable exige une architecture d'action lisible, mesurable et séquencée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une logique en plusieurs étapes se dessine, visant moins la rapidité que la réduction progressive des risques systémiques. La première étape consiste à consolider les compétences nationales. Des cycles accélérés en géologie, modélisation tridimensionnelle et ingénierie minière sont déployés par vagues successives. L'objectif n'est pas seulement de former, mais de certifier. Le critère de réussite repose sur des audits scientifiques indépendants publiés à intervalles réguliers, afin d'ancrer le savoir dans la vérification plutôt que dans l'annonce. La deuxième étape porte sur l'outillage technologique. Les drones de cartographie, scanners 3D et systèmes d'analyse spectrale sont introduits de manière modulaire. Chaque déploiement est conditionné à la cohérence des séries de données produites. Cette approche évite l'empilement d'outils hétérogènes et garantit la continuité analytique dans le temps. Vient ensuite la gouvernance partagée. Un comité unique réunit chercheurs, représentants communautaires et forces de sécurité. Sa mission est d'arbitrer les séquences clés et de publier des rapports accessibles au public. La transparence devient ici un instrument de stabilité en réduisant l'asymétrie d'information. La quatrième étape concerne les partenariats extérieurs. Tout accord est subordonné à des clauses de transfert de compétences, des échéances précises et un audit annuel. L'indicateur central n'est pas le volume d'investissement, mais la part de technologie effectivement internalisée. Enfin, une diplomatie minérale régionale est engagée pour coordonner les positions avec les pays voisins et limiter les pressions bilatérales. Cette feuille de route ne promet pas un résultat rapide.
Elle propose une trajectoire vérifiable. Elle répond à la question ouverte plus tôt. Transformer l'intérêt global en capacité nationale durable. Ibrahim Traoré revient souvent dans la pièce où, quelques jours plus tôt, la projection tridimensionnelle avait révélé la continuité silencieuse des veines cristallines. L'atmosphère y a changé. La surprise a laissé place à une gravité calme, faite de responsabilité plus que d'enthousiasme. Les lignes lumineuses qui parcourent encore les murs rappellent le premier instant de bascule, lorsque l'équipe a compris que Somgande n'était pas un filon isolé, mais une architecture entière. Sur le terrain, les géologues avancent lentement autour du volcan éteint, comme pour vérifier que le sol n'a pas modifié son langage. Dans les villages proches, les anciens observent la montagne avec retenue, convaincus que la richesse ne se mesure pas seulement à ce qu'elle promet, mais à ce qu'elle exige en retour. À l'école, les enfants dessinent des réseaux souterrains semblables à des arbres inversés, reliant la Terre à l'avenir. Ces scènes dispersées mais cohérentes tissent un même motif. La découverte surprend, mais elle ne fonde rien à elle seule. Ce sont la patience, la discipline et la capacité à écouter le rythme imposé par la réalité qui transforment une donnée brute en trajectoire collective. Somgand agit comme un miroir. Il reflète les choix plus qu'il ne les dicte. La conclusion s'impose sans emphase. Un pays avance réellement lorsqu'il apprend à reconnaître son propre tempo. À mesure que les jours passent, Somgandé cesse d'être une annonce spectaculaire pour devenir une matière vivante, discutée, interprétée, parfois même contestée. Dans les rues d'Ouagadougou, des fresques apparaissent, représentant le volcan comme un repère immobile au cœur d'un Sahel en transformation. Dans les salles de classe, les premières sorties tridimensionnelles servent à expliquer non seulement la géologie, mais aussi la patience et la responsabilité collective. Au sein de la diaspora, les échanges se densifient. Les conversations portent moins sur les chiffres que sur les manières d'accompagner sans dénaturer, de soutenir sans occuper, de raconter sans exagérer. Cette réflexion partagée ouvre un espace nouveau où chacun peut trouver une passe sans confisquer la trajectoire commune. Somme Gandé offre une occasion rare. Construire un récit sans triomphalisme ni promesse irréversible. L'avenir dépendra peut-être moins des pierres que de la façon dont elles seront intégrées à une vision collective cohérente. La question reste ouverte, volontairement. Face à ce moment de bascule, quelle forme de participation vous semble la plus juste pour transformer une découverte exceptionnelle en avenir partagé?